Vous m'entendez bien ou pas? Oui, c'est correct. C'est bon? Et vous voyez bien Diaporama également. Bon. Écoutez, je vous remercie de l'invitation. Donc on va parler des traumatismes crâniens légers, et en particulier donc, des marqueurs biologiques et la place de la protéine S100, c'est ce qui m'a été demandé. Je ne l'ai pas précisé, mais je n'ai aucun conflit d'intérêt, ce qui est quand même important quand on parle de biomarqueurs. Le traumatisme crânien, vous le savez tous, il est défini comme mineur lorsque le Glasgow est supérieur à 13. Alors, on ne débattra pas sur le 13-14. Modéré lorsque le Glasgow est entre 9 et 13, et sévère lorsque le Glasgow est inférieur à 8. Ce qui nous intéresse donc ici, c'est essentiellement les patients pour lesquels le Glasgow est supérieur à 13. Donc, dans la pratique, l'incidence estimée de ce problème-là, c'est 150 à 300 cas pour 100 000 habitants, avec chez ces patients-là 8% de lésions hémorragiques intracrâniennes et uniquement, par contre, 1% de prise en charge neurochirurgicale chez les patients avec un traumatisme crânien léger. Alors, le traumatisme crânien léger aux urgences, dans la tête de beaucoup, ça se résume à scanner. Un patient vient pour un trauma crânien, il a un scanner. Clairement, il faut arriver à sortir de cette idée, vous le savez tous, c'est pas ce qu'on fait en pratique, mais la question qui est très importante là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'il faut arriver à sortir de cette idée-là? Quel est le problème qui peut être posé par la réalisation d'une imagerie cérébrale aux urgences? Dans un premier temps, c'est évident, ça génère une attente pour les patients, ça allonge leur durée de prise en charge. À l'heure actuelle, les recommandations préconisent de faire le scanner entre 4 et 8 heures sur un traumatisme crânien, donc il y a forcément un temps d'attente. Et c'est aussi un problème concernant l'irradiation qui n'est pas négligeable. Donc clairement, il y a une nécessité de rationaliser ces examens. Si je reprends quelques points que je viens d'évoquer, l'impact de l'irradiation il est quand même vraiment pas négligeable. Si on prend une femme de 40 ans, une femme de 40 ans sur 8 va développer un cancer à la suite d'un simple scanner. Il y a un problème coût-efficacité, parce que 90% des scanners cérébraux qui sont réalisés sont normaux, même un peu plus. Et il reste un problème d'accessibilité, même si c'est quelque chose qui diminue ce problème. Sur les dernières enquêtes, 80% des scanners qui étaient réalisés aux urgences n'étaient pas réalisés au sein du service, mais dans le service de radiologie, ce qui posait le problème des nécessités de recarbotage, et encore du temps et des moyens humains là-dessus. Comment est-ce qu'on peut arriver à rationaliser ces scanners cérébraux? Alors d'abord, il y a des recommandations qui sont nombreuses, globalement concordantes, et par contre, le problème, c'est que les recommandations, leur respect est assez fluctuant. Il y a un intérêt grandissant pour les opérations transcrâniens dans le traumatisme crânien léger qui nous donne une bonne information sur le devenir du patient, mais il y a encore une place à définir et je suis content de passer avant Pierre, du coup, qui pourra vous expliquer bien plus ce problème-là. Et il y a aussi les biomarqueurs qui permettent d'augmenter la pertinence de l'imagerie avec, dans la littérature, une diminution du nombre de scanners entre 15 et 30%. Alors, les recommandations, comme je vous l'ai dit, elles sont nombreuses. Il y a des recommandations françaises, à la fois chez l'adulte et en pédiatrie. Il y a des recommandations anglo-saxonnes, scandinaves, nord-américaines, beaucoup de choses. Si on prend les recommandations françaises, donc déjà elles commencent à dater, elles datent de 2012, et elles présentent les éléments à risque, mais elles posent un problème d'interprétabilité et elles sont clairement, chacun les interprète un peu à sa manière, et de grosses variations à la fois entre les différents centres et entre les différents praticiens. Grosso modo, ils reprennent tout ce qui est éléments inquiétants, donc troubles neurologiques, altération du Glasgow persistante, et ce qui est un des éléments qui est le plus à débat, la problématique du vomissement qui se limite à plus d'un vomissement chez l'adulte. C'est des choses qu'on retrouve chez nos différents collègues. Alors, les anglo-saxons, eux, sont un peu plus larges. En fait, c'est vraiment des recommandations sur le traumatisme crânien au sens large. C'est un Glasgow inférieur à 13 nécessite une imagerie. Après, parmi les éléments qui sont décrits à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas du tout sujets à la discussion, tout ce qui est mécanisme dangereux, notamment
des accidents de la circulation ou des disproportions et des gros éléments cinétiques. Parce que ces patients-là, on sait tous s'ils vont avoir besoin d'un body scanner dans le cadre de leur prise en charge. Si on compare l'ensemble de ces recommandations, finalement, les facteurs de risque qui sont décrits sont assez similaires. Hein. C'est le Glasgow, c'est le TLH, c'est le mécanisme, c'est les vomissements, c'est les signes de fracture du crâne. Et par contre, des spécificités particulièrement variables. Il y en a juste un qui pose clairement problème, c'est la règle Nexus 2, où là, pour le coup, la sensibilité est relativement inquiétante, avec quand même 3,5% de patients qui vont avoir une anomalie scalographique en l'absence de critères, et clairement, ceux-là, il faut les oublier. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ces recommandations? Simplement parce que les spécificités, elles sont basses et clairement trop d'overtriage, et c'est là qu'on se pose les questions de l'intérêt des biomarqueurs. Certains de nos collègues ont commencé à parler des biomarqueurs en présentant les limites. C'est le cas des Anglais, qui disent qu'effectivement, il y a tout un questionnement à avoir sur le moment où va être réalisé le dosage, sur la concentration comme cut-off, sur les produits de transport, enfin pas mal de questions, et surtout l'élément c'est d'avoir une étude bien conduite, notamment randomisée, qui permettrait d'investiguer le réel intérêt de ce biomarqueur. Les Américains, eux, évoquent la protéine 100 avec un cut-off proposé, mais clairement, vous voyez, c'est un niveau de recommandation C. Les seuls qui ont intégré la protéine 100 dans la recommandation, c'est les Scandinaves, qui la positionnent chez les patients à risque intermédiaire et qui vont donc avoir ce dosage dans les 6 heures, et si le taux est suffisamment bas, on peut envisager un roll-out du patient, sinon il faut réaliser une imagerie cérébrale. Très brièvement, parce qu'on m'a demandé de me concentrer sur la protéine 100, il y a plusieurs biomarqueurs qui ont déjà été évalués dans le traumatisme crânien. La protéine 100, c'est celle qui est clairement la plus évaluée, et les deux qui sont en train d'émerger, c'est GFAP et UCHL1, qui sont en cours d'évaluation sur des grosses études, dont une qui a été pilotée par nos collègues grenoblois, dont les résultats ne devraient plus tarder. L'idée de ces biomarqueurs, c'est donc d'identifier les traumatismes crâniens les moins à risque parmi une population de risque intermédiaire. Ils sont donc quasiment absents des recommandations, et on va faire ce focus sur la protéine 100. En pratique, sur des études un peu plus anciennes, mais qui reprennent à peu près tous les résultats, qui retrouvent les mêmes résultats aujourd'hui, leur sensibilité, elles sont vraiment toujours excellentes. Par contre, les spécificités, elles sont assez variables et d'une manière générale plutôt basses. C'est ce qu'on retrouve sur l'ensemble de ces études-là. Et globalement, le taux de scanner qui va être étudié, il oscille entre 15 et 30% selon les études et selon les éléments qui ont pu être mesurés, et surtout le seuil de décision qui a été choisi. Ce qui fait qu'elles ont une bonne performance en diagnostic, mais par contre, on n'a toujours pas d'études qui évaluent leur intérêt en pratique. Alors, certains ont tenté de faire des extrapolations médico-économiques, et on voit que si jamais on faisait des scanners à tout le monde, les coûts sont astronomiques. En haut, vous pouvez voir les coûts avec une utilisation modérée. Et si par contre, la protéine 100 était extraordinairement bien utilisée, on pourrait être en mesure de faire d'énormes économies. Alors, c'est purement d'extrapolation, donc la valeur est relativement faible en termes de niveau de preuve, mais par contre, ça amène effectivement à se poser des questions. Certains de nos collègues, notamment à Clermont-Ferrand, utilisent beaucoup la protéine 100 et l'ont énormément évaluée, notamment cette étude où il y a quand même un nombre de patients relativement intéressant, et où on voit qu'à partir du moment où on utilise la protéine 100, il y aurait potentiellement 32% d'imagerie cérébrale qui pourrait être... 32% d'imagerie cérébrale qui pourrait être émise. Par contre, se rend compte, c'est qu'en utilisation en pratique courante, parce que c'est comme ça qu'est faite cette étude, il y a encore quand même, parmi ces patients-là à protéine 100 négative, quasiment un quart des patients qui a une imagerie cérébrale qui est réalisée. Alors les raisons, elles sont difficiles à vraiment préciser dans le cadre de l'étude, mais c'est des vraies questions qu'on peut avoir. Et quand on prend une population gériatrique,
problème, c'est que vous voyez que la spécificité est encore plus basse, hein, donc c'est assez variable et ça va vraiment évoluer avec l'âge. Et là, pour le coup, c'est quasiment un tiers des patients qui a quand même une imagerie cérébrale. Donc vraiment des grosses questions à se poser sur la mise en pratique de cette protéine S. Et si je reprends l'algorithme qui était proposé dans ces deux études-là, finalement, en risque faible, risque modéré et risque élevé. Et pour ces patients à risque modéré, on propose de réaliser un dosage de leur protéine S100 qui, s'il est négatif, va permettre d'éviter de réaliser l'imagerie cérébrale. Alors, quand on regarde les pourcentages de la première étude que je vous ai présentée, il y a grosso modo 1% des patients qui sont des patients à faible risque, et ceux-là, ils n'ont pas d'imagerie, c'est relativement bien réalisé en pratique. Des patients qui arrivent à être dosés dans les 3 heures, vous voyez que c'est relativement serré. C'est assez impressionnant sur cette étude, hein, parce que si je prends le cas de mon service, c'est beaucoup plus compliqué. Je serais intéressant d'avoir votre ressenti là-dessus. 90% des patients peuvent être dosés et vont avoir le dosage de la protéine 100. Parmi ceux-là, il y en a 29% pour lesquels le taux est bas et donc ne devraient avoir d'imagerie cérébrale, 61% pour lesquels le scanner est recommandé. Par contre, en pratique, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, parmi ceux-là, il y a 7,3% des patients qui ont quand même une imagerie cérébrale, et donc c'est près de 70% des patients à risque intermédiaire qui va toujours avoir une imagerie cérébrale, et donc seulement finalement 22% des scanners qui sont évités. Au final, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on se rend compte? Que malheureusement, il y a très peu de services qui l'utilisent en pratique. Sur ce que j'ai pu trouver, il y a moins de 20 services, j'ai trouvé 13, qui utilisent la protéine S100 en pratique, notamment avec cette problématique de la spécificité basse. Le problème du dosage dans les 3 heures post-traumatisme crânien, vous savez bien, hein, quelqu'un qui a un traumatisme crânien, s'il y a un appel en régulation, le temps d'avoir un transport, le temps d'attendre de voir l'IOA, finalement il faudrait quasiment être en mesure de proposer un dosage de la protéine S100 dès le box IOA, ce qui est relativement compliqué, surtout qu'il n'y a pas de biologie délocalisée à l'heure actuelle. On ne sait pas réellement quel est le taux de scanner cérébraux qui est évité. On a une bonne image avec les deux papiers que je vous ai présentés avant, mais ça reste relativement incertain. Il manque clairement une étude médico-économique. Je ne sais pas, on pourrait imaginer qu'effectivement, tous ces patients qui n'ont pas d'imagerie cérébrale à l'état d'urgence parce que le biomarqueur était bas, peut-être que secondairement, ils se retrouvent à avoir une imagerie en vide ou autre, par défaut de communication peut-être sur l'efficacité du biomarqueur. Il y a clairement des questions à se poser. Et surtout, en fait, il y a la question de j'implémente un biomarqueur, comment est-ce qu'il est utilisé en pratique aux urgences. Maintenant, certains, comme je l'ai dit, l'ont. Qui est-ce qu'il faut doser? Quand est-ce qu'il faut le doser? Là, c'est pareil, les études sont très très larges. Quand on prend les études qui sont réalisées, on a des études à moins de 2 heures, on a des études moins de 3 heures, moins de 6 heures, moins de 12 heures, moins de 24 heures. Si on fait une synthèse d'un petit peu tout ça, il semblerait que ce soit vraiment très intéressant dans les 3 heures, mais qu'on puisse étendre la réflexion jusqu'à 6 heures, peut-être une modification du seuil. Comme je vous l'ai dit, la spécificité diminue avec l'âge. Elle est vraiment très intéressante pour les jeunes adultes. C'est quelque chose qui est du coup intéressant parce que c'est chez eux que se pose le problématique de l'irradiation. Mais chez les personnes âgées, il y a vraiment des questions encore à se poser. Et clairement, c'est aussi quelque chose qui va être intéressant dans le cas du traumatisme crânien isolé. Faut pas qui doit être réservé au traumatisme crânien isolé. De toute façon, sur les patients de trauma sévère, on est tous bien d'accord que la question d'imagerie cérébrale, c'est pas vraiment le problème. Et c'est vrai qu'on a très envie d'avoir un essai interventionnel qui nous permettrait de trancher un petit peu. Se pose de plus en plus la question d'avoir des seuils adaptés à l'âge. Alors, clairement, je l'ai précisé en énorme, hein, c'est à valider avant application, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour argent comptant, c'est ce qu'on peut retrouver dans la littérature et ce qui a l'air de poindre peut-être dans les années à venir.
Chez les plus jeunes, on peut accepter d'avoir un seuil un peu plus élevé, à 0,18, c'est ce qui est proposé. Le 18-16 ans est un peu discuté aussi. Sur les adultes de moins de 65 ans, on reste sur le seuil de 0,1. Les plus de 65 ans jusqu'à 80 ans, un peu élargi jusqu'à 0,11. Et au-delà de 80 ans, un seuil proposé à 0,4. Et ça permet, grosso modo, d'avoir tout au long des âges, en fait, une spécificité qui remonte aux alentours de 35%. Alors, vous voyez, les variations sont assez faibles, hein, de 0,10 à 0,11 par exemple, mais il y a énormément de patients finalement qui se retrouvent entre cette tranche-là, et historiquement, vous le savez peut-être, hein, le seuil qui est proposé, c'est pas 0,1, mais c'est 0,105. Et pour une commodité, en fait, il a été arrondi à 0,1, et c'est pas pour des questions de sensibilité. Si je veux vous proposer une intégration de la protéine S100, je reprendrai cette publication qui est dans la revue française de médecine d'urgence, qui fait une bonne synthèse et qui est relativement simple. C'est-à-dire qu'en gros, soit on a un patient qui est grave d'emblée, hein, avec l'altération du glasgow à distance, avec un déficit focalisé, une insuffisance fracture du crâne, des vomissements répétés, et ça ne n'apparaissait pas dedans, mais je pense la convulsion post-traumatique. Dans ce cas-là, il faut réaliser le scanner rapidement. Si c'est pas le cas, dès qu'on arrive à avoir un patient qui s'est présenté aux urgences dans les 3 heures suivant ce traumatisme crânien, on peut doser la protéine S100. Et ça permettrait de diminuer un certain nombre de scanners pour nos patients. Pour conclure, la protéine S100, elle a l'air de permettre d'avoir une diminution du nombre de scanners cérébraux réalisés, mais malheureusement, les spécificités sont encore très faibles. Se pose clairement la question d'avoir des seuils adaptés à l'âge, un peu sur l'image des dédimères. Se pose la question de l'évaluation d'autres biomarqueurs, et notamment de GFAP et CHL1, pour lesquels on attend des résultats bientôt. Et il se pose, et je pense qu'on est tous dans cette question-là, l'intérêt de la biologie délocalisée pour avoir une information rapide pour ces patients-là qui pourraient peut-être intervenir sur le triage de nos malades. Il y a des nouvelles recommandations de la SFMU qui vont venir en 2022, sur lesquelles on travaille avec la SFAR, et mon petit doigt me dit qu'elles parleront très clairement de biomarqueurs pour enfin les positionner en France, on l'espère, avoir quelque chose à vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc maintenant l'orateur est revenu, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Je suis vraiment désolé pour l'interruption. Pas de questions. Moi j'avais une question effectivement sur les recommandations à venir, ça, vous l'avez évoqué. Donc il y aura une recommandation forte sur l'utilisation des biomarqueurs ou... Alors je suis en plein dedans, c'est moi qui pilote les recommandations. C'est un de nos collègues experts pour voir effectivement quel positionnement on peut leur apporter. La grosse limite sur les biomarqueurs, ça va être le niveau de preuve de la recommandation qu'on sera en mesure de proposer, dans la mesure où il n'y a pas d'essai interventionnel encore. Alors il y en a en pédiatrie pour lequel on attend les résultats, mais il y a aussi l'étude Prométhée pour laquelle on attend d'avoir des informations qui devraient être un petit peu plus fortes, parce qu'une grosse cohorte et une vraie comparaison. Mais il n'y a pas, et il n'y en a pas prévu à ma connaissance, d'essais randomisés. Alors il y aurait des choses en Amérique du Nord, mais c'est pas très clair ce que j'ai réussi à avoir comme information dessus. Okay. Une question? Le délai de surveillance pour les traumas crâniens légers, quelles sont les recommandations qui vont être proposées? Quel est le délai de surveillance pour les traumas crâniens qui sera peut-être proposé dans cette recommandation? Vous voulez que je vous donne les recommandations? Non, mais parce que, en gros, de proposer à un moment donné de fluidité, parce qu'il parlait d'attente. Mais l'attente, c'est aussi la surveillance. Donc si on imagine que la S1β évite cette attente, est-ce que ça va réduire finalement la prise en charge globale du patient et notamment sa surveillance? Parce que c'est ça aussi la question, c'est pas juste de moins faire de scanner, c'est aussi une prise en charge globale, j'imagine. Donc c'est pour ça que je pose la question dans ce sens-là.
Alors, je ne vais pas vous donner tous les résultats des recommandations, parce qu'encore une fois, tout n'est pas écrit, mais on en a quand même déjà pas mal discuté. Il va y avoir des changements, très clairement là-dessus, parce qu'on a la littérature sur l'imagerie cérébrale et sur sa performance a pas mal évolué. Les nombreuses études, en tout cas, qui sont faites sur les biomarqueurs, même si elles ne permettent pas de définir leur positionnement très clairement, et notamment leur intérêt médico-économique, elles montrent que ça marche bien et que chez quelqu'un qui a un seuil bas, on peut se permettre de les faire sortir. Donc très clairement, les délais de surveillance risquent assez franchement d'être raccourcis dans les prochaines recommandations. Je ne peux pas tout vous raconter. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer à la présentation suivante. Merci beaucoup pour cette présentation. On attend les recommandations avec impatience.